Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Heureux de vous retrouver sur la chaîne toujours proche des populations. Voici les titres de ce début de semaine. Beaucoup plus qu'une coutume partagée autour d'un sapin, les cadeaux de Noël sont indispensables à la vie sociale. Nos reporters se sont intéressés au choix des cadeaux des enfants, source de stress chez certains parents. À l'international, son élection ne faisait guère de doute en Égypte. L'ex-maréchal Abdel Fattah al-Sisi a remporté la présidentielle, s'assurant sans surprise un nouveau mandat de 6 ans. Merci pour votre fidélité. Dans quelques jours, la magie de Noël battra son plein. Et il est de coutume d'offrir des cadeaux lors de cette célébration, généralement aux enfants et à la famille proche. Des présents remis le 24 au soir ou le 25 décembre au matin. Toutefois, le choix des cadeaux s'impose aux parents selon le goût et les besoins de leurs enfants. Nos reporters Justin Kouassi et Asseta Diarra ont rencontré certains parents à la recherche de cadeaux dans des magasins d'Adjamé. Voici les comptes rendus. La fête de Noël approche à grands pas. Comme à l'accoutumée, les magasins et les points de vente des cadeaux de Noël sont pris d'assaut par les parents. Au grand marché de la commune d'Adjamé, tous se bousculent pour offrir les meilleurs cadeaux à leurs enfants. Mais ici, les choix des cadeaux diffèrent selon le goût et les besoins des enfants. Nous sommes venus pour voir les jeux des enfants. On va prendre un peu de tout pour les enfants, pour les faire plaisir aussi. Comme les enfants aiment porter les chapeaux de Père Noël, le jour de Noël surtout, donc bon, j'aimerais payer aussi pour aller offrir aux enfants. Non loin de là, ce magasin de poupées grouille de monde. Occasion toute trouvée pour Sandrine Goyi d'acheter une poupée, le cadeau préféré de sa fille. Je suis venue acheter les poupées pour ma fille parce qu'elle jouait ça, elle tresse aussi les poupées, elle jouait ses camarades aussi avec. Quand Noël arrive, il faut qu'elle achète ça. Ce père de famille, lui, opte pour les vélos. Quand le voisin, son fils qui a un vélo, voit que tous les enfants du quartier sont toujours à la suite du fils par rapport au vélo. Donc moi aussi, à mon tour, pour que les enfants soient indépendants, c'est pour cette raison-là que j'ai choisi de prendre ces vélos-là pour leur offrir du plaisir. Parce qu'à leur tour, eux aussi, ils auront la possibilité de pouvoir rouler les vélos et de pouvoir être aussi dans la joie comme les autres. Les commerçants font de bonnes affaires lors de cette période. Décembre, vraiment, ça nous arrange, puisqu'on gagne beaucoup de bénéfices, parce que ça marche. Mois de décembre, ça marche. Jusqu'à nous-mêmes, on est pressés quand de ça m'approche comme ça. Là. Nous, on est tellement contents pour satisfaire les clients, on vend tout. Cette tradition d'offrir des cadeaux pour Noël ou pour le Nouvel An remonte au XVIIe siècle dans le monde chrétien. Les cadeaux étant essentiellement réservés aux enfants de notables et des souverains à cette époque. Aujourd'hui, cette pratique est devenue universelle. Difficile donc de concevoir Noël sans cadeau, une célébration au cours de laquelle bonne humeur, convivialité et surtout partage sont généralement au rendez-vous. Dans l'actualité de ce lundi également, la Journée internationale des migrants est célébrée chaque 18 décembre, initiée par l'Organisation des Nations Unies pour promouvoir le droit des migrants et sensibiliser l'opinion sur leur contribution dans les domaines économiques, culturels et sociaux. À l'occasion de cette célébration, Hervé Ndri, un ex-migrant, a sensibilisé la jeunesse sur les dangers de l'immigration clandestine. Et c'était en présence de Asseta Diarra et Enza Traoré. Sensibiliser les jeunes sur les dangers et les risques de l'immigration irrégulière, c'est tout le sens de cette rencontre initiée à l'occasion de la Journée internationale des migrants, célébrée chaque 18 décembre par l'ONU, Organisation des Nations Unies. Et pour mener à bien son combat, l'initiateur raconte sa souffrance et sa peine dans une œuvre qui a pour titre « Migrants devenus esclaves, comment Drogba m'a sauvé ». C'est un livre autobiographique. Parce que moi, Hervé Ndri, comme je le dis tantôt, j'ai été victime de traite migratoire dans le Golfe au Koweït dans les années 2015. Et il faudrait vraiment partager cette information à notre population jeune pour comprendre ce que c'est que la migration irrégulière et la traite humaine. Ce que je voudrais dire aux jeunes, c'est que là-bas, c'est ici. Qu'ils acceptent de travailler chez eux, de se construire chez eux. Il n'est pas interdit de voyager. C'est un droit d'ailleurs. Ils sont libres de partir. Mais il faut savoir partir. En plus de l'auteur, plusieurs autres migrants ont édifié les participants à travers leur calvaire pendant ce voyage qu'ils qualifient de voyage de la mort. J'étais footballeur
Donc je me suis retrouvé en Tunisie, en première division. Et j'ai eu une blessure au genou. Donc le club m'a lâché. Et du coup, je n'avais pas de soutien. Donc j'ai repris mon ancien métier qui était le métier d'hôtelier. Donc j'ai été sous-chef de cuisine là-bas. Et j'ai voulu évoluer vers l'Europe pour pouvoir soigner le genou et reprendre ma carrière de footballeur. Chose qui ne s'est pas bien terminée, parce que je me suis retrouvé en Libye. Les choses, je n'ai pas pu traverser, je me suis retrouvé en prison. Et je suis revenu en bredouille dans mon pays. Dieu merci, j'ai pu reprendre ma vie d'avant. Je suis allée réellement en Tunisie pour travailler. Voilà, j'ai été là-bas pour travailler, mais il faut dire que ça n'a pas été facile. Ce n'est vraiment pas facile pour nos frères et sœurs qui migrent par ces pays-là. Pour Hervé Ndri, l'auteur des migrants devenus esclaves comme un Drogba m'a sauvé, l'Eldorado c'est chez soi. Il invite donc la jeunesse à ne pas tenter ce voyage périlleux qui endeuille de nombreuses familles. Comme dirait l'autre, la Méditerranée tue, le pays est mieux. Il faut donc continuer la sensibilisation pour réduire la migration irrégulière. Direction la commune de Marcory, où le siège du centre de démonstration et de promotion des technologies a accueilli récemment les journées de la transformation. Ce lieu d'échange entre les acteurs de l'agro-industrie, producteurs et consommateurs, a été officialisé par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Reportage, Justin Kwasi et Assita Diara. Acteurs du secteur agro-industrie, autorités compétentes et consommateurs réfléchissent sur la transformation des matières premières agricoles. Nous sommes aux journées de la transformation au sein du centre de démonstration et de promotion des technologies à Marcory-Biétry. Les défis de la promotion et de la consommation des produits locaux sont à l'ordre du jour. Des journées qui visent à promouvoir le potentiel créatif de l'économie locale. L'industrialisation en Côte d'Ivoire repose essentiellement sur l'agro-industrie. La transformation de la matière que nous avons le plus en abondance, c'est les produits agricoles. Et il se trouve que des Ivoiriens commencent à s'y intéresser de plus en plus. Comme objectif, c'est 50% de transformation locale des produits, toutes les spéculations produites en Côte d'Ivoire. Et nous sommes une structure de l'État. Nous nous inscrivons dans l'accompagnement de tout ce que l'État entreprend. Donc pour nous aujourd'hui, c'est porter le message et encourager les Ivoiriens à aller vers ces 50%-là, qui sont l'indicateur choisi par l'État. Une occasion pour le ministre Souleymane Diarra Souba de réaffirmer l'intérêt du gouvernement. La technologie se présente ainsi comme un des facteurs essentiels permettant d'entretenir cette croissance à même de générer des dividendes sociaux. C'est pourquoi le gouvernement ivoirien a mis l'accent sur le renforcement de la technologie en créant le cadre et en incitant les entreprises à investir dans l'innovation afin de bénéficier des avantages offerts par les avancées technologiques. Cette lucarne est une opportunité pour les producteurs locaux d'exposer leur savoir-faire. On constate que la population ivoirienne s'intéresse vraiment aux produits locaux, ce qui n'était pas le cas avant. Là, nous vous présentons le café Oline, qui est un café produit localement, plus précisément dans la région de Mans. Et il s'agit plus précisément du type Robusta. Un café produit localement, traité localement, afin de procurer la meilleure saveur du café. Les visiteurs, eux, se réjouissent de la qualité et la diversité des produits. Aujourd'hui, grâce à notre culture, grâce à notre connaissance, on peut développer certaines choses, comme par exemple les sacs que nous avons fait nous-mêmes, des produits comme la choukou, comme ça, la dame nous a montré qu'elle est bien fait. Ça m'a apporté quelque chose que je ne savais pas, donc je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Ces journées ont été marquées également par une visite des stands des autorités gouvernementales. Retour dans la commune d'Adjamé pour dire que pendant les fêtes de fin d'année, le poulet se voit pousser des ailes. Cette volaille est beaucoup consommée par les Ivoiriens durant cette période. Nos reporters Abdoulaziz Guira et Assita Diarra ont rencontré des plumeurs de poulet ce matin pour s'imprégner de leur réalité. Reportage. Commune d'Adjamé, quartier de 120 logements. Ici, plusieurs centaines de poulets sont vendus chaque jour. Pour les clients qui le souhaitent, ces poulets sont égorgés et plumés. Cela est compris dans le prix d'achat du poulet. C'est là un business pour ces jeunes hommes. Le plumage des poulets se fait à l'aide d'une machine et dans un temps record.
Vous voyez le gaz, le chaud, on mouille, là on vient mettre dans la machine. Notre poulet là, on fait, tu peux bien payer 2500, nettoyer tout 2500, on ne peut pas augmenter, c'est pas ça. Un peu plus loin, au marché Gouro, à ce point de vente de poulet, le plumage s'est fait à la main. Ce qui n'empêche pas Seydou et son équipe de faire de bonnes affaires. Si tu dis qu'il y en a qu'à nettoyer, là c'est 100 francs. Si tu dis qu'il y en a qu'à découper à faire, là on dit que c'est 100 francs aussi. Mais aussi, si tu as acheté beaucoup de poulets, on peut arranger, on peut payer 400, 500, des fois qu'on fait minimum. Les machines là, c'est trop cher pour nous aussi. Là, on est à doubler un peu. Donc, si on a eu un peu, on peut acheter une machine pour travailler avec, Inch'Allah. Après le plumage des poulets, les intestins et certaines parties intérieures sont vendus à des commerçantes. Toujours dans le district d'Abidjan, l'association humanitaire pour la lutte contre la souffrance a offert du matériel médical au centre de santé communautaire de Mbadon pour permettre aux agents de travailler dans de meilleures conditions, mais aussi aux populations, et notamment les femmes, d'accoucher aisément. Alassane Drabo. Le centre de santé communautaire de Mbadon avait mal à sa maternité. C'est dans de difficiles conditions que travaillait le médecin-chef et ses agents. Aujourd'hui, des équipements de santé et du matériel viennent faciliter leur quotidien. C'est une bouffée d'oxygène parce que nous n'avons pas de matériel, nous avons 3 bâtiments et donc recevoir 15 lits, c'est une aubaine. En tout cas, je dis grand merci à l'ONG qui nous a fait ce don. Ce don est de l'association humanitaire pour la lutte contre la souffrance. Après un diagnostic effectué dans le village de Mbadon, l'ONG et ses partenaires Hôpital Sans Frontières de Belgique, la Fondation pour un monde meilleur de Belgique et Afrique Aid des États-Unis ont décidé de contribuer au bien-être des populations du village. Nous essayons, tant que faire se peut, d'apporter en fonction de ce qui est humainement possible notre concours pour le bien-être des populations. Nous avons donné des lits pour l'hospitalisation, un lit d'accouchement, un lit de consultation, un appareil d'échographie, et ainsi de suite, avec beaucoup de matériel médical. À en croire le chef du village, c'est un acte longtemps attendu qui enfin se réalise. C'est une grande joie pour la population de Mbadon, également le chef du village de Mbadon, qui tend chaque fois à demander le matériel médical pour le bon fonctionnement du dispensaire de Mbadon. Que Dieu, le Tout-Puissant, puisse donner force à l'ONG qui a pensé à donner le meilleur pour le fonctionnement et le développement de Mbadon. On espère qu'ils utiliseront tout ce qui est arrivé à des fins utiles pour nos mamans qui sont en couche et puis les enfants à venir, par la grâce de Dieu. Le dispensaire de Mbadon a ouvert ses portes en 1985. Il sert à la prise en charge immédiate des malades. Avec cette action de bienfaisance, l'association humanitaire pour la lutte contre la souffrance vient redonner du sourire aux malades qui seront soignés dans de meilleures conditions. Intéressons-nous à présent à l'intronisation du chef d'Ayo Obou, David Benoît Ayo Dédé, est désormais le nouveau chef de la localité, plus connu sous le nom de PK61 sur l'autoroute du Nord dans la sous-préfecture de Gaumont. Cette cérémonie s'est faite en présence des autorités et cadres de la région, des habitants et chefs des villages voisins, mais aussi des filles et fils de ce village du département de Sikinsi et des hommes de Dieu. Les témoignages de Pargasoro Kone de Madongui et Adama Kone est commenté par Clément Boko. Ce batteur peut aisément taper le tam-tam parleur du village. Les habitants, eux, peuvent applaudir, chanter et danser. Normal, leur chef de village vient d'être intronisé. Nous sommes à Ayo Obou, plus connu sous le nom de PK61. Village du peuple Abidji, situé dans la sous-préfecture de Gaumont, département de Sikinsi, à environ 60 km d'Abidjan, sur l'autoroute du Nord. Intronisation faite en présence des filles et fils du village, des populations allogènes et allochtones, de la représentante du président du conseil régional,
du représentant du sous-préfet de Gaumont, des autorités de forces de défense et de sécurité de la localité, des habitants et chefs de villages voisins et en présence des hommes de Dieu. Heureux d'être à la tête de ce village de plus de 5000 âmes, chef Ayo Dédé Benoît se dit prêt et disposé à travailler en synergie avec l'ensemble des communautés pour le bien-être des populations et pour le développement d'Ayo Obou. Il y a trop d'accidents et chaque fois j'apprends qu'il y a des véhicules qui renversent ma population, ça fait mal. Donc, mon cri, sinon qu'il me pleure à l'endroit de l'État de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en chantier, et qu'on pense à nous et qu'on vienne nous construire un pont piéton. Et je souhaiterais aussi que les opérateurs viennent, parce que nous sommes une zone enclavée, nous avons fait des lotissements, il y a des terrains ici, que les opérateurs viennent se prononcer. On va étudier les projets, ce qui peut arranger une affaire de gagnant-gagnant. Et je souhaiterais voir des grands appartements ici pour que nous puissions bien dormir. Le parrain Boti Adjiri a quant à lui salué les populations d'Ayo Obou pour le choix de Dédé comme chef de village. Poursuivant, il a félicité le nouveau chef avant de l'inviter à être un chef exemplaire et rassembleur. Il n'a pas manqué d'exhorter les habitants du village à le soutenir et à l'aider en vue de lui permettre de réussir la mission à lui confier. Comment se mettre ensemble tous les cadres du département pour essayer de faire évoluer nos différents villages qui sont autour des Sikensi, afin que ces villages-là aussi grandissent et puis prennent de l'ampleur. Voilà. Et ensuite, essayer d'encourager les jeunes à rentrer dans le développement, à se prendre en charge. Les populations, elles, se réjouissent de cette cérémonie d'intronisation et s'engagent à accompagner leur chef dans l'exercice de ses fonctions. Un village ne se développe que par le respect de la population. Si la population respecte son chef, l'accompagne dans tous ses actes, le village peut se développer le plus rapidement possible. On va l'aider, on va le soutenir tous les jours. On est prêt pour lui. Le nouveau chef d'Ayo Obou est marié et père de 7 enfants. Libation, prière et dons, des moments forts qui ont également meublé cette cérémonie d'intronisation. De l'autre côté de la frontière nord de notre pays, le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir par un coup d'État, procédé à un remaniement partiel de son gouvernement, concernant notamment la chef de la diplomatie. Selon un décret présidentiel, la ministre des Affaires étrangères, Olivia Ruamba, en poste depuis mars 2022, avant l'arrivée au pouvoir du nouvel homme fort du pays des hommes intègres, a cédé sa place à Karamoko Jean-Marie Traoré, qui était en charge de la coopération régionale. Aucune raison officielle n'a été donnée pour ce remaniement. Hors du pays, toujours après un mois de meetings et de promesses, la campagne pour les élections du mercredi prochain se termine ce soir en RDC. Dans un climat tendu, près de 44 millions d'électeurs sur une population totale d'environ 100 millions d'habitants sont appelés à élire leurs présidents, leurs députés nationaux et provinciaux et pour la première fois leurs conseillers communaux. Autre première, des Congolais de la diaspora vont pouvoir voter dans 5 pays. À la présidentielle, élection à un seul tour, le chef de l'État sortant, Félix Tshisekedi, brigue un second mandat de 5 ans face à une opposition divisée. Enfin, en Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a remporté l'élection présidentielle avec 89,6% des voix, s'assurant sans surprise un nouveau mandat de 6 ans, a annoncé ce lundi l'autorité nationale des élections. La participation a atteint un taux sans précédent de 66,8% parmi les 67 millions d'électeurs. À la tête du pays, depuis une décennie, l'ex-maréchal va débuter en avril prochain un 3e mandat censé être le dernier, conformément à la constitution égyptienne. Point final. Merci d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée sur RTI2.